position du mouvement républicain citoyen est simple. Si on s'intéresse à l'échéance de 2012 et la prochaine élection présidentielle, c'est de porter d'abord la question du projet, et qui est un projet qui, pour être provocant, doit être pensé contre ce qu'a fait la gauche depuis 20 ou 30 années. Ça implique un travail sur soi de lucidité qui n'est pas évident, et qui implique en particulier d'être en mesure de réfléchir aux différentes dimensions de la crise que nous connaissons actuellement, crise économique essentiellement, et que je vais définir par la suite. Le premier point qui nous semble incontournable, c'est l'analyse de ce qu'on appelle la déflation salariale, c'est-à-dire le fait qu'il est à peu près évident pour tout le monde aujourd'hui que les salaires n'augmentent plus dans les pays développés, en Europe et aux États-Unis depuis 20 ou 30 ans, et que tout ça a un lien avec le libre-échange généralisé dans lequel nous baignons actuellement. Donc il est illusoire de penser qu'une politique, et là je réponds en fait à votre question, une politique sociale salariale puisse se déployer en dehors d'une régulation commerciale internationale. C'est simplement économiquement, je pense, ne pas prendre la mesure de la mondialisation économique et commerciale, et ne pas faire comme si les employés en particulier, les ouvriers de l'industrie, soumis à la concurrence internationale, ne savaient pas précisément ce qui pesait sur leur salaire, en particulier la concurrence chinoise. Bon, on peut avoir toutes les meilleures intentions du monde, si on ne fait pas quelque chose sur ce plan-là, on n'y arrivera pas. Alors je vous renvoie sur ce sujet aux écrits d'Emmanuel Todd, après la démocratie, que vous avez sans doute lu, ou de Jean-Luc Gréau, La trahison des économistes, qui explique cela admirablement bien. Le second point de la crise économique, c'est la question européenne. Si on n'aborde pas la question européenne par rapport à la crise et par rapport aux perspectives de la gauche, on refuse de sortir de la prison dans laquelle est enfermée et la gauche et la France depuis 30 ans. Il est évident aujourd'hui, il est évident, il faut le démontrer parce que tout le monde ne le sait pas, mais l'Europe ne nous protège pas de la crise et l'euro ne nous protège pas de la crise. Ça, ce sont des choses qu'il est facile de vérifier sur le plan statistique. Donc la question, c'est que propose la gauche dans ce cadre-là? Quelle réforme des institutions européennes et quelle politique de l'euro? S'il peut y avoir politique de l'euro. Une question que je pose de manière provocatrice, mais s'il ne peut pas y avoir politique de l'euro, que fait-on? Voilà. Est-ce que l'avenir du salarié français, du monde du travail français, est de vivre 50 ans de sacrifice? C'est une question qu'on peut poser. Troisième élément de réflexion sur la crise, la question du système monétaire international. Il faut là aussi porter le débat au bon niveau, c'est-à-dire que la mondialisation, c'est aussi la question du système monétaire international et de la politique monétaire, de la politique de change. Alors on est aujourd'hui dans l'euro, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à subir le dollar? Est-ce qu'on continue à subir la monnaie chinoise? Ou est-ce qu'on décide d'avoir notre propre politique? Mais si on veut avoir notre propre politique, il faut en être responsable et il faut savoir où l'on habite. C'est-à-dire arrêter de s'en remettre à des puissances extérieures pour définir notre propre histoire. Mais ça signifie aussi d'avoir un rapport à sa propre conception de puissance, par exemple, clarifié. L'Europe puissance, est-ce que c'est possible? Alors, en Europe, seuls les Français sont favorables au concept d'Europe puissance. Je vous renvoie là aussi aux propos extrêmement clairs du Védrine. Si c'est possible, il faut la faire. Si c'est pas possible, il faut en tirer les conclusions. On ne peut pas subir à la fois un discours ritournel sur l'Europe puissance et la réalité d'une Europe impuissance. Vous comprendrez qu'en abordant à la fois la question du SMI et de l'Organisation mondiale du commerce et du commerce international, je fais un clin d'œil à deux responsables socialistes éminents qui ne sont de toute évidence pas dans la tradition progressiste, dans leur position politique. Le quatrième élément de réflexion sur le projet, c'est la politique étrangère. Et là, je réponds encore à Heidi Plenel. Mais cette politique étrangère, elle ne peut pas se faire sur Mars ou sur la Lune. Nous habitons en France. La politique étrangère sur laquelle nous avons la main est la politique française. Il y a évidemment des éléments de la politique européenne sur lesquels nous avons des éléments des possibilités d'action, des leviers. Mais ce que nous avons en premier lieu, c'est la politique diplomatique française, la politique de défense française, la dissuasion nucléaire française, et c'est avec ça qu'on compose. Mais on ne peut pas faire comme si le monde n'était pas lui-même animé de politique de puissance. Politique de puissance des États-Unis, de la Chine, de l'Iran, de la Russie, enfin de toutes les puissances émergentes. Il n'y a qu'en Europe qu'on croit que les stratégies nationales n'existent plus. Partout dans le monde, ce sont les stratégies nationales qui déterminent les politiques. Et là encore, je vous renvoie à ce que dit Hubert Védrine, qui me paraît extrêmement lucide sur la situation. J'essaye d'aller vite et de ne pas abuser de votre temps. Élément essentiel pour la gauche, la question sociale. Mais là, force est de constater que la perception,
la conception de la géographie sociale française par la gauche, qu'elle soit syndicale ou politique, n'est pas adaptée à la réalité. La question sociale française n'oppose pas, comme on le croit depuis 20 ans, les centres-villes bourgeois et blancs, même si ce n'est pas dit comme cela, et les banlieues à forte population immigrée. Ce n'est pas que cela la question sociale française, c'est aussi les zones périurbaines, les zones rurales, dans lesquelles sont reléguées les populations ouvrières, dont plus personne ne s'occupe aujourd'hui. Voilà. Les petits pavillons en lointaine banlieue où les gens vivent avec un niveau de vie extrêmement faible, ça existe aussi. Ils ne vivent ni dans les banlieues ni dans les centres-villes. Et force est de constater encore une fois qu'aujourd'hui, le seul responsable politique qui a traité la demande politique spécifique de ces populations, alors de la manière dont il a conçu la traiter, c'est Nicolas Sarkozy, qui a écrasé la gauche au second tour de l'élection présidentielle sur cette population. Et là, j'en viens. Alors là, sur cette question, je vous renvoie aux travaux particulièrement pertinents de notre point de vue de Christophe Guilluy, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Nouvel Atlas des fractures sociales, qu'on a invité par exemple à la Fondation Ars Publica. Et j'en viens au 6e point, qui est la question de l'immigration. On ne peut pas traiter avec la désinvolture avec laquelle la gauche le traite, le thème de l'immigration. L'immigration est un point essentiel pour lequel avec lequel se détermine le vote populaire. Il ne suffit pas de faire de l'anti-sarkozysme, nouvelle variante de l'anti-lepénisme, pour convaincre des gens pour lesquels l'immigration est un problème d'une manière ou d'une autre. Un problème, c'est-à-dire un problème dans leur adaptation à leur niveau de vie, leur choix d'habitation, leur travail, qu'il faut traiter politiquement. Et quand je lis par exemple dans la presse, alors j'ignore si Mediapart, je ne sais pas comment Mediapart avait traité la chose, donc vous pourrez nous dire. Il faut d'urgence vous abonner. Oui. Il faut me convaincre de m'abonner. Il faut juger sur pièce, c'est 9 €. Bon, grave. On aura cette discussion plus tard. Quand je lis par exemple que le conflit qui a opposé au Royaume-Uni les salariés du secteur du pétrole et de l'énergie à leurs employeurs, puisqu'il y avait l'importation de l'immigration étrangère d'Europe de l'Est à très bas prix, qui les mettait en concurrence, quand je lis sous la plume de journalistes qu'il s'agit d'une marque de xénophobie, de populisme, permettez-moi de vous dire que ça me paraît quand même assez significatif, et de la pensée de gauche contemporaine, et de la pensée journalistique contemporaine. Parce que le jour où des journalistes français seront mis en concurrence sur leur marché avec des journalistes polonais payés un quart ou un tiers de leur salaire, on verra alors comment les uns et les autres réagiront. Et toujours est-il qu'il me semble que le monde du travail a le droit de se défendre quand on cherche à abaisser son niveau de vie. Donc, de ce point de vue-là, il faut avoir les yeux en face des trous. Et vous êtes sans doute un certain nombre dans la salle, avoir vu l'avant-dernier film d'ailleurs de Ken Loach, It's a Free World After All, qui est une critique sans concession et de l'immigrationnisme et de l'immigration illégale de travail. Donc il y a des gens qui sont avec une formation de gauche marxiste orthodoxe qui ont les idées claires sur le sujet. De remarque finale, et qui essaye de répondre à la question qui m'a été posée. L'antisarkozysme n'est pas une politique. Il ne suffira pas d'être anti-Sarkozy jusqu'en 2012 pour gagner l'élection présidentielle. Et l'antisarkozysme, qui est aujourd'hui une variante raffinée de l'antilepénisme, ne sera pas victorieux politiquement. De la même manière que l'antilepénisme n'a jamais réduit le Front National. Ce qui a cassé le Front National, c'est Nicolas Sarkozy. C'est pas l'antilepénisme, politiquement. Le deuxième élément, que nous apprend la victoire de Barack Obama aux États-Unis. D'abord qu'un discours universaliste qui tourne le dos à la dérive du Parti démocrate pendant plus de 20 ans, qui s'est concentré sur des aspects sociétaux de la politique américaine, peut être un discours victorieux. Et le deuxième élément, c'est qu'une stratégie qui consiste à dire qu'il faut gagner même là où on a perdu, est une stratégie qui peut gagner. La stratégie du Parti démocrate des 51 États a consisté à dire là où les républicains ont gagné, nous pouvons gagner. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Ce qui signifie, en stratégie électorale française, là où l'UMP a gagné et là où le Front National est puissant, ou ce qu'il en reste, il faut être capable de gagner des voix. Ça signifie, alors, quel est le discours, par exemple, qu'on porte aux 7 ou 8% d'électeurs qui restent du Front National et qui sont décisifs dans un deuxième tour d'une élection présidentielle. Voilà. J'ai essayé d'être aussi clair que possible, j'espère ne pas avoir dépassé mon temps.